Bienvenue sur le podcast. Grosse nouveauté cette semaine, j'ai un nouveau logo pour le podcast qui a été réalisé par Art Media. Un gros merci à Benjamin Hamel-Teberge qui m'a aidé à développer toute l'idée derrière le podcast et derrière le logo. Donc, je crois que c'est un logo qui représente mieux le cœur, l'idée du podcast. Puis, j'espère que vous allez l'aimer. Je vous rappelle que je suis coach en psychologie sportive. Donc, si vous êtes à l'écoute, que vous êtes un athlète, un musicien, un entrepreneur et que vous voulez optimiser votre performance, que vous avez des difficultés au niveau mental, au niveau de la gestion du stress, que vous voulez améliorer votre concentration, votre confiance, peu importe, je vais vous aider à vous bâtir une force mentale plus solide. Donc, je vous invite à aller m'écrire, en fait, à venir m'écrire soit sur ma page Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance. Toutes les informations sont là-dessus. Vous pouvez aussi retrouver mon adresse courriel, mon numéro de téléphone et ma page Instagram. Tout ça se retrouve sur ma page Facebook. Il y a aussi les informations sur les différents services que j'offre. Aujourd'hui, pour le podcast, j'ai reçu Marie-Claude Molnar. Marie-Claude est paracycliste. Elle a vécu un gros accident en 2005. Puis elle s'est pas laissée abattre par ça. Elle a vraiment sorti en force après cet accident-là, en fait. Et puis Marie-Claude qui pratique le paracyclisme là, depuis plusieurs années. On a parlé quand même de plusieurs sujets là, comme l'aspect mental dans ce sport-là, mais aussi comment l'adversité peut avoir des effets positifs sur les athlètes. Donc je vous laisse avec Marie-Claude et je vous souhaite un bon podcast. Ben, en fait, depuis combien de temps tu pratiques le vélo à peu près? Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport-là? Ben, que je fais du vélo de compétition? Ouais, mettons de façon plus sérieuse, vraiment professionnellement puis en compétition. Okay. J'ai commencé à faire la compétition en 2009. Alors, cette année 2019, là, c'est ma 11e saison de compétition sur le circuit international. OK. Mais c'est sûr que, avant ça, je faisais du vélo un peu comme tout le monde, là, pour aller du point A au point B. Puis, à un moment donné, je voulais voir, quelle distance que je pouvais parcourir sur mon vélo en une journée. Fait que je faisais de la distance. Puis, t'as ajouté un petit défi, là, comme ça, jusqu'à quel point je suis capable d'aller, là. Puis... Oui, parce que ça, le vélo, c'est un sport que j'aime vraiment beaucoup. Qui m'apporte un sentiment de liberté et de bien-être. Donc, je partais en vélo, puis je voyais jusqu'où je pouvais aller. OK. Parce que je sais que j'ai lu que tu pratiquais vraiment beaucoup de sport quand tu étais jeune, puis éventuellement, j'imagine qu'il a fallu que tu fasses un choix. Il a fallu que tu laisses de côté d'autres sports pour aller plus sérieusement vraiment là-dedans? C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Okay. Oui, quand j'étais jeune, je faisais vraiment beaucoup de sport à l'école. On avait une équipe de mini-volleyball, donc mini-volleyball, du mini-tennis. J'ai fait du baseball, du soccer, du football, de la natation, sport d'hiver, ski de fond, hockey sur glace. Vraiment une grande... Tu vas en oublier tellement qu'il y en a. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment le vélo qui m'a accroché le plus. Et puis, c'est la voie là, que j'ai décidé de suivre parce que ce que j'ai découvert avec les années, c'est que le vélo, j'ai découvert que c'est vraiment la machine pour moi qui me permet de voir jusqu'à quel point est-ce que je peux pousser la machine, justement. Okay. Donc, c'est pour ça que je suis en vélo. C'est-tu que tu veux-tu dire que tu te rendais compte que tu avais plus d'habileté là-dedans ou que tu voyais que tu allais plus pouvoir aller loin en faisant ce sport-là? Non, pas tout à fait. Non, c'est vraiment comme je dis, parce que le vélo, c'est un sport qui fait en sorte que j'arrive à libérer ma tête de pensée, en général. Là. Ouais. Mais c'est là où je me sens bien. Okay. De rouler dehors, il fait beau, il y a du vent. Oui, c'est le sport là, où j'ai envie de me dépasser le plus. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as pas l'air, tu dois avoir l'impression que t'es pas en train vraiment de faire un sport où c'est difficile, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui font du vélo justement pour aller chercher ce petit sentiment de liberté-là ou juste se déplacer. Fait que ça peut être plaisant. Oui, je m'amuse. Oui, c'est ça. La plupart du temps. Oui, c'est ça. Il y a des fois que c'est moins amusant parce que ça fait mal, mais tu veux dire, ça fait partie de la game aussi.
aussi. Ouais, comme là, tu disais que tu venais de faire un entraînement ou en hypertrophie, que tu es allé pousser jusqu'au bout. Fait que, oui, repousser les limites jusqu'à l'échec musculaire. Ouais. Fait que ça, tu commences à faire ça là, en ce moment. Là, tu disais que c'était la première fois que tu le faisais. Ouais. Tu embarques dans un cycle d'hypertrophie, c'est ça? Oui, bien c'est ça. On est, parce que c'est ça, dans la planification annuelle, il y a différents blocs. Puis, dépendamment de ce qu'on veut aller chercher, c'est là qu'on va explorer là, différentes facettes. Et puis là, ben, c'est ça, là, cette semaine, là, on rentre dans un bloc d'hypertrophie. Alors, on va gonfler un petit peu. Et de douleur. Oui, mais c'est un mal qui est nécessaire parce que je veux dire, quand on veut devenir meilleur, c'est vraiment ça la clé de succès, hein, c'est d'accepter de sortir de sa zone de confort pour justement repousser ses limites. Oui, puis durant que tu fais ces entraînements-là, justement, tu te ramènes ça à ça, tu essaies de te ramener à pourquoi je fais ça, puis le but ultime, ben oui, j'ai de la douleur, mais ça va m'amener de quoi éventuellement. Oui, c'est vraiment ça que je pense. Dans l'effort en tant que tel, je me dis pas, je pense pas négativement dans le sens, je me dis pas comme qu'est-ce que je fais là, c'est difficile, blablabla. Je me dis plutôt, je reste concentrée sur l'effort que je suis en train de faire, surtout bien faire le mouvement pour justement pas me blesser. Et puis la chance que j'ai à l'INS ici, c'est que justement là, je travaille avec quelqu'un qui me supervise. Alors au niveau risque de blessure, là, c'est très limité. Puis en plus là, ça, je peux bénéficier de conseils, de corrections là, qui vont m'aider à faire le mouvement de manière plus productive. Ouais. Puis j'aimais ça, tu disais que j'essaie de ne pas être dans le négatif puis de me dire c'est plate, c'est long, c'est dur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, quand tu commençais, d'être justement dans ce négatif-là, puis l'expérience l'a embarqué, puis de changer un peu ta perception, ou bien tu as toujours quand même été capable d'avoir cette perception-là positive de oui, ça fait mal, mais... Bien, je pense que cette capacité-là de prendre du recul face à l'adversité, donc de continuer à avancer malgré l'adversité, puis de dire que tout le monde passe par là. C'est l'expérience, je dirais, qui l'a amené, parce qu'au début, mon seuil de tolérance à la douleur n'était pas le même qu'aujourd'hui. Je veux dire, j'avais jamais fait de sport vraiment de haute performance. Il y a une accoutumance aussi là, du corps. Là. Plus tu y en donnes, puis plus il va être capable d'en prendre. Oh oui, absolument, c'est ça. C'est vraiment un apprentissage à faire. Ouais. Et puis, c'est ce que l'expérience amène. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps aussi à comprendre que il va y avoir ça, je sais que si mon préparateur physique va écouter le podcast et qu'il m'entendait parler, il dirait que j'ai de la difficulté à différencier une douleur et disons la fatigue. Okay. Donc, c'est de voir de situer entre les deux. Bon, est-ce que j'ai mal ou est-ce que c'est plus parce que le muscle est en train de travailler. Donc, okay. Ça revient à ce que je disais, c'est que quand tu veux t'améliorer, tu repousses ta zone de confort. Et il faut accepter le fait que le corps il va passer au travers des nouvelles sensations. Et puis c'est ce qui fait partie là, du processus de développement en fait. Là, c'est que on vise toujours un petit peu plus haut. On ne veut pas toujours rester à la même place parce que c'est ça, on veut s'améliorer. On ne veut pas rester. Exactement, on ne veut pas tout le temps rester à la même place. Donc c'est ce qu'on fait. Puis c'est quoi l'importance au niveau de différencier la douleur et la fatigue? Puis ton préparateur physique, il dit que tu as de la misère à le faire, c'est ça? Oui, bien c'est parce que ça revient vraiment à... Puis là, bien, c'est là aussi que la préparation mentale va entrer en ligne de compte parce que, tu sais, bon, le corps contrôle la tête. Mais la tête contrôle aussi le corps, puis la tête peut aussi contrôler la tête. Ouais. C'est ça fait un cycle. Ouais. Alors, c'est vraiment de se dire, OK, oui, c'est difficile, mais
je le fais parce que j'ai tel objectif, parce que je veux devenir meilleur. Tout le monde passe par là. Il faut passer par là pour s'améliorer. Puis, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Dans le fond, le corps contrôle la tête dans le sens que tu as mal. Fait que là, il peut apparaître une pensée négative. Oui. Sauf que cette pensée négative-là, tu peux ensuite la changer, puis elle va avoir elle-même un effet sur ta perception face à la douleur. Peut-être qu'elle va, elle va devenir positive. Oui, puis j'ai absolument aucun crédit pour cette phrase-là que la tête contrôle le corps, mais la tête contrôle aussi la tête. C'est mon ex-entraîneur Eric Van Den Eynde qui parlait avec son ami Jocelyn Lovell, qui était un grand cycliste de piste canadien, qui a dit cette phrase-là. Et puis Eric l'a transmis. Ben c'est tellement ça. C'est tellement vrai. Donc, on va se ramener un peu en arrière. En 2005, est arrivé un gros accident pendant que tu faisais du vélo. Oui. Donc, tu t'es fait frapper par un camion, je pense, à plus de 100 km/h. Oui, autour de ça, en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Oui, parce que tu t'en souviens plus trop. Absolument. Peux-tu quand même nous parler un peu de cette journée-là, puis de ce qui s'est passé, ou en fait de ce que les gens t'ont dit qui s'est passé, peut-être? Là? Oui. Je me souviens encore du matin. Puis avant la sortie en tant que telle. T'arrivais de New York, je pense, c'est ça? Oui. En fait, j'habitais à Griffith Park, en Montérégie. Et puis, justement, c'était une journée qui faisait vraiment super beau. Et puis, la veille, je m'étais dit, OK, je vais partir en vélo, puis je vais essayer de faire une distance. Je me suis dit, je vais essayer de faire un 100 km, un 100-120 km. Okay. Là, j'ai pris un magazine qui avait des parcours de vélo, puis là, j'en ai vu un. C'était Brossard Sherrington, donc toute Napierville, Saint-Cyprien-Napierville, ce coin-là, donc Hemingford. Je me suis dit, OK, je vais aller dans ce coin-là. Puis là, en pédalant, il y avait une pancarte à un moment donné qui me disait que, Hemingford, c'est par là, le parc Safari. Puis, il y en avait un autre aussi qui me disait que la colle, c'est par là. Là, j'ai comme tout de suite fait l'association dans ma tête. J'étais comme, la colle. C'est les États-Unis, c'est vraiment juste à côté des États-Unis. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit comme, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'aux États-Unis à vélo? Je trouvais que ça avait l'air spécial. C'est un défi inspirant, là, ça motive. Là. Je suis capable de me rendre là. C'est ça. Fait que j'ai été vers la colle. Je me suis rendue jusqu'à la frontière. Là. Je me suis repris en photo avec la pancarte là, qui disait « Welcome State of New York ». Puis je suis revenue. Puis c'est ça, c'est sur le chemin du retour là, que je me suis fait frapper là, par un véhicule. C'est arrivé, c'était à Saint-Cyprien-Napierville. Je roulais sur l'accotement de la route 221. Et puis, j'ai vraiment aucune idée de ce qui s'est passé. Il arrive en arrière de toi. Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est une chance parce que justement, je l'ai pas vu arriver, donc mon corps était relax. J'étais pas crispée. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que, étant donné que j'avais quand même fait beaucoup de sport dans ma jeunesse et tout ça, que j'avais une certaine masse musculaire, semblable à en ce moment, les muscles ont vraiment pris gros de l'impact. Okay. Alors, c'est ce qui a contribué grandement. Puis aussi, évidemment, je portais mon casque. Parce que justement, je veux dire, le casque, une raison plus pour le porter, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment il va servir à ce à quoi il a été conçu. Ouais. C'est-à-dire de contribuer grandement là, à nous sauver la vie. Ouais. Il y a tellement de jours qui ne servent pas, mais il faut que tu l'aies pour quand il y a de quoi de même qui arrive. Là. Ouais, il faut toujours le porter, on ne sait jamais. Mais c'est quoi qui s'est passé exactement? Le camion, il a dévié un peu de sa voie, puis tu t'as pas vu? Ou? Je ne saurais même pas dire. Okay, je ne saurais même pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que, puis ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, je vais juste rapporter ce qu'on m'a raconté. Parce que j'ai été frappée de l'arrière, du côté gauche. Puis, là, à l'impact, c'est que quand même été assez violent parce que je roulais peut-être à 20-25 km/h, puis l'autre roulait à 110 dans une zone de 70. C'était à la sortie d'une courbe. J'aurais atterri dans le pare-brise. Donc, le pare-brise d'une voiture, c'est en vitre, donc ça coupe.
C'est pour ça que, mes deux bras, j'ai eu des amputations partielles. Donc, on voit là, que la cicatrice, ça fait vraiment tout le tour du bras. Il reste peut-être ça de peau là, qui n'a pas été déchiquetée. Donc, il y a eu une grosse perte de sang. On m'a dit 6 pintes. Donc, j'ai eu du sang neuf. C'est énorme. Et puis, c'est ça. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est que quelques voitures derrière, il y avait un homme qui avait sa formation d'ambulancier et qui a pu immédiatement là, me porter assistance en mettant les doigts dans les artères de mes bras pour justement arrêter l'hémorragie. Ça, il fallait le savoir. Là. C'est tout un hasard ou en tout cas... Oui, bien, ça fait penser un petit peu à dans les années 80, le gardien de but des Sables de Buffalo, Clint Malarchuk, s'est fait sectionner l'artère jugulaire par un patin. Mais c'est sûr, il a fait la même chose. Il a mis le doigt à l'artère pour arrêter l'hémorragie. Il a quand même perdu beaucoup de sang. Mais c'est quelque chose de ça. Alors, ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Apparemment, j'essayais de me relever, puis que ça ne marchait pas. OK, parce que tu étais encore conscient. Ben, en tout cas, tu t'en souviens pas, mais tu étais encore là. Oui, ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais là, j'étais pas là, je partais, je revenais. Okay. Apparemment que je faisais des blagues avec les ambulanciers durant le transport vers l'hôpital. Je serais même décédée. Puis là, ça, les ambulanciers auraient fait une piqûre, je pense, d'adrénaline? Oui, d'adrénaline dans le cœur pour me ramener. C'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je le saurai jamais parce que le cerveau a vraiment cette magnifique capacité-là d'effacer des moments traumatisants. Traumatisants. C'est un trauma. Donc, c'est ce que je peux raconter. Comme je dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On le saura pas. Mais ce qui est le plus important là-dedans, puis moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est en 2005. Là, on est en 2019. Je suis consciente de tout le cheminement que j'ai fait depuis ce temps-là. Pas juste au niveau de la capacité physique puis de ce que je peux faire dans le sport, mais au niveau mental aussi, donc au niveau cognitif, parce qu'un traumatisme crânien, mais ça alterne un peu notre qui on est, du moins surtout les premiers mois, je dirais même peut-être les premières années. Okay. Par la suite, ça se stabilise. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille encore pour essayer d'améliorer ma capacité. Parce que, je continue de penser que peut-être qu'un jour, je vais pouvoir vraiment passer par-dessus toutes les petites séquelles qui restent. Il en reste encore. Il en reste encore. Et c'est là que le sport a vraiment fait une grande différence. Au niveau, vraiment sur plusieurs aspects et aussi au quotidien. J'ai la chance d'être avec une personne qui est vraiment hyper organisée et qui me challenge vraiment là, au niveau cognitif. Donc, c'est quelque chose là, c'est sûr que j'apprécie vraiment beaucoup parce que justement, je cherche toujours à vouloir me repousser pour devenir meilleure. Donc, c'est ça, c'est pas un combat, mais c'est quelque chose qui se vit continuellement. Ça fait partie de toi en quelque sorte maintenant. Oui, ça fait. Ouais, je peux pas le nier. Je peux vraiment pas le nier. Puis t'as dit quelque chose dans une entrevue précédente qui est quand même intéressant. En tout cas, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Tu disais que cet accident-là, c'était la meilleure chose qui te soit arrivée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un événement aussi traumatique, justement, puis négatif, en fait, En tout cas, c'est négatif. Il y a eu plein de conséquences à ça après. Comment ça peut être positif pour toi? Je dirais que c'est une belle question. Puis je te dirais que j'ai pas de réponse à ça
Parce que, en ce qui me concerne, j'ai jamais vu ça comme étant quelque chose de négatif. Pour moi, c'était juste comme naturel de dire comme, OK, ben il se passe ça, mais tu sais, t'es encore là, tu fonctionnes encore, donc vis ta vie. Essaye de faire le mieux que tu peux, puis vois où ça peut t'amener. Lance-toi des défis. Fait que t'as accepté d'une certaine façon. Il y a un processus d'acceptation, probablement Oui. Acceptation que, d'un que c'est arrivé, mais aussi de toutes les conséquences que ça a eu sur ton corps. Donc, oui, j'ai ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux me rester chez nous, puis abandonner le vélo, puis plus rien faire, ou à l'inverse, transformer ça en quelque chose de positif et de constructif. Là. Oui, bien c'est ça, c'est un processus d'acceptation qui est pas encore terminé, parce que au niveau du traumatisme crânien, ce que j'ai eu, c'est pas hyper sévère. Okay. C'est vraiment un traumatisme crânien léger. Donc, ce qui me reste en termes d'acceptation, je dirais, c'est que ça m'arrive parfois d'être frustrée par rapport à la situation. Frustrée de tes limites, par exemple? Oui, parce que, supposons, quand je vais être fatiguée, je peux avoir un petit peu plus de difficulté à réfléchir, par exemple. Là, ben, je peux dire ou je peux faire quelque chose, je peux avoir une réaction spontanée, une réaction directe. Puis là, ben, c'est après ça que je me rends compte que ça avait juste pas d'allure. Puis là, je me rends compte que, normalement, je veux dire, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Puis, c'est là que ça me frustre parce que je m'en rends, parce que j'ai encore assez de capacité pour m'en rendre compte. Mais c'est quoi, il y a des réactions un peu impulsives causées par le traumatisme crânien? Oui, okay. Des réactions impulsives, un petit peu d'impatience parfois. Okay. Mais c'est ça, c'est toutes des séquelles qui vont sortir quand je suis plus fatiguée. Ouais. J'apprends à les maîtriser un petit peu plus. Puis c'est là que justement, là, au niveau du sport, en préparation mentale, ça aide beaucoup. Donc au niveau de la gestion du stress, on fait des exercices qui m'aident vraiment beaucoup et qui font en sorte que ça a un impact sur le gros processus là, de réadaptation. As-tu un exemple d'exercice de gestion du stress que tu utilises, par exemple? Oui. Dernièrement, avec Valérie, on a commencé à travailler en cohérence cardiaque. Donc, je vais faire des exercices là, qui vont durer entre 5 et 15 minutes que je fais à tous les jours. En tout cas, du moins, j'essaie de les faire à tous les jours, mais au moins 5 jours par semaine. Et puis, c'est vraiment de prendre le temps de respirer, de s'écouter. Tantôt, tu me posais la question, tu me dis, comment tu as fait pour accepter la situation qui s'est produite et tout ça. Mais, je regarde par exemple le monde dans lequel on vit, puis, je vois que la grande majorité des gens, ils prêtent plus nécessairement attention à des petites choses. Des petites choses qui sont prises pour acquis. Puis, dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que j'ai l'impression d'avoir peut-être développé une petite sensibilité à ce niveau-là. Donc, peut-être pas nécessairement une capacité, mais juste comme d'apprécier les petites choses simples. Okay. Plus capable de le faire au quotidien, comme les petites choses que n'importe qui n'a pas tendance à voir, mais toi, tu vas plus les voir. Oui, mais c'est comme porter une attention aux détails. Puis, c'est peut-être amené par le sport aussi, parce que justement, dans le sport, bon, on a un objectif, donc on a le sommet d'une montagne, mais au lieu de voir la montagne, puis là, de paniquer, de dire comme « Oh my God, comment je vais faire, comment je vais me rendre là? » Ben, prends un pas de recul, puis tu vas voir le chemin, justement, qu'il faut que tu prennes, qui va t'amener éventuellement au sommet de la montagne. Puis, tu sais, un objectif, si tu as deux personnes qui ont le même objectif, peut-être qu'une personne, ça va lui prendre plus de temps qu'un autre,
Mais l'important, c'est quand il y a un défi qui se présente à toi, c'est vraiment juste de se retrousser les manches puis de continuer à avancer parce que tu sais que si tu continues d'avancer, ben c'est clair que tu vas arriver au sommet à un moment donné. Ouais. Là, j'ai dérogé pas mal de ta question. Là. Justement, je suis fatiguée un petit peu de mon entraînement de ce matin. Mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant où est-ce que tu es allé. Oui, mais non, c'est ça. Donc, la cohérence cardiaque. Oui. C'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire parce qu'en même temps que tu contrôles le stress en focusant sur une partie du corps, en l'instance le cœur, tu apprends justement à focuser sur une chose. Donc, tu te concentres sur une chose, puis le reste qui est peut-être pas nécessairement important, ça va se tasser. Puis à ce moment-là, ben, quand tu focuses sur une chose, ben là, après ça, ben, tu te sens mieux. Puis tu peux sûrement transférer ça aussi au sport. Comme tantôt, tu disais, l'objectif, des fois, le haut de la montagne, il est loin, il est énorme. Puis souvent, c'est justement ça, de se focusser sur le prochain petit objectif. Puis pour atteindre le gros objectif, là, c'est de découper tout ça en plein de petites étapes. Puis la fameuse échelle, pas l'échelle, mais les escaliers, dans le fond. Oui. Là, chaque petite marche là, va t'aider à atteindre ton objectif. Oui, puis récemment aussi, on a inclus ça dans mon processus de préparation d'avant-course. Parce qu'avant une course, des fois, avec la nervosité, tu dis comme « Oh mon Dieu, est-ce que je vais être la meilleure? Est-ce que si? Est-ce que ça? Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ton effort. Donc, je fais les exercices de cohérence cardiaque vraiment pour juste me recentrer, me calmer. Tu le fais avant ta course aussi? Oui, puis vraiment, comme je peux arriver sur la ligne de départ, puis je suis vraiment focus sur ce que j'ai à faire. On a parlé un peu d'adversité tantôt. Oui. Puis j'ai fait des petites recherches, moi, récemment en psycho pour vérifier c'était quoi qu'il y avait à ce niveau-là sur le rôle de l'adversité avec les athlètes. Oui. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disent que l'adversité a eu un effet positif. Ben, pas en fait qu'ils disent, là, mais les chercheurs ont rapporté que dans beaucoup d'études que les athlètes semblent avoir retiré un effet positif de l'adversité, des obstacles, des difficultés qu'ils ont eues. Puis, notamment, il y a certaines recherches qui mentionnent que ces athlètes-là vont avoir développé une plus grande force mentale grâce à cette adversité-là. C'est-tu quelque chose que tu as remarqué si on compare le avant-accident et après-accident? Bien, je pourrais difficilement parler de avant l'accident. Parce que comme je disais, bon, j'étais pas dans du sport de haut niveau. Mais quand même, à la base, je suis quelqu'un qui aime ça être bon. Tu sais, j'aime ça être dans le top, j'aime ça être dans les meilleurs. C'est encore vrai. Parce que je pense que si j'avais pas envie d'être la meilleure ou d'être parmi les meilleurs, ce serait difficile de faire du sport de haut niveau. Ouais. C'est quoi toute la question? Ou as-tu remarqué que c'est dur à comparer le avant-après accident, mais est-ce que c'est de quoi que tu remarques que l'adversité semble avoir un effet positif soit chez toi ou chez d'autres athlètes que tu côtoies? Oui, je dirais que oui, c'est un effet positif parce que je regarde par exemple dans ma catégorie C4. Puis après une course, je vais regarder les résultats, puis je vais avoir fait mon évaluation de ma performance, puis je regarde par exemple celle qui va avoir gagné la course, et puis je me dis ok, ça devient un objectif d'éventuellement là, être à égalité, puis après ça, de dépasser. Tu regardes le temps, par exemple, d'atteindre ce temps-là? Ou... Oui, je regarde le temps, puis je me dis, OK, ben là, c'est ça qui manque. Il faut continuer de travailler, et puis, pour faire en sorte que le temps soit meilleur. Donc, c'est ça, c'est vraiment de continuer là, à travailler pour devenir encore meilleur. Est-ce que ça va être assez pour éventuellement dépasser cette personne-là? Peut-être,
parce que je veux dire, je suis pas la seule à s'entraîner, en tout cas, j'espère pas. Et puis, je veux dire, tout le monde fait sa progression aussi. Donc, c'est vraiment un cycle. En même temps que toi, tu veux devenir meilleur pour être aussi bonne que celle qui a gagné. Les autres aussi. Ben, exactement, c'est ça. Donc, tu peux pas contrôler ça. Non, c'est ça, tu peux pas contrôler ça. Donc, moi, c'est là que je vois ça comme étant quelque chose de positif parce que justement, ça t'amène en anglais on dirait incentive, mais une raison, si on veut, de vouloir pousser plus. Parce que tu veux être à sa place éventuellement. Donc, je trouve que c'est positif. Puis, pour ramener les recherches, ce qu'il disait aussi, c'était que le fait d'avoir déjà vécu des difficultés, ça a fait que de développer des ressources qui fait que quand tu vas revivre d'autres difficultés, d'autres obstacles, de l'adversité, ça fait que tu es plus en mesure de les affronter. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques quand tu vis des difficultés, que tu es capable de te dire, j'ai déjà vécu pire peut-être? Ou, Tout à fait, parce que comme je te disais tantôt, quand tu as ton objectif qui est au sommet de la montagne, puis tu regardes la montagne, tu dis comme, oh my God, mais le chemin que tu prends, là, que tu veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il va y en avoir des obstacles, des défis à relever. Puis, tu as toujours un choix. Tu as le choix d'abandonner, qui va t'amener absolument nulle part, ça va juste t'amener à avoir du regret, ou tu dis, je continue. Puis en continuant, justement, ça te permet d'accumuler des outils qui vont pouvoir te servir après ça pour d'autres objectifs, d'autres ambitions. Alors, je trouve que c'est tout à fait véridique. C'est un apprentissage. Tu arrives devant un défi, puis tu regardes, puis il y a toujours une solution. Même ce qui était intéressant dans ces recherches-là, il disait même que, tu sais, des fois dans le sport, on essaie de faciliter la vie des athlètes, mettons avec les bourses, scholarships, ces trucs-là. Il posait même la question, est-ce que c'est bien d'autant aider les athlètes parce qu'avoir un peu de difficulté dans le parcours, ça va les aider, là. C'est sûr qu'il y en a certains que, même si on la vie facile, ils vont quand même réussir à percer et à être vraiment excellents. Il y a le talent, mais à talent égal, la personne qui a peut-être vécu plus de difficultés, elle va peut-être être avantagée par sa force mentale. Puis, Oui, c'est ça, je dirais probablement plus la capacité à être résilient face aux difficultés. Oui. C'est ça, parce que ça va revenir. Là. Tu vas en avoir toute ta carrière, des difficultés, des défis. Puis, Ah oui, puis c'est pas juste dans le sport, la résilience, c'est dans la vie de tous les jours. Mais tantôt, tu parlais je trouvais ça intéressant, d'apprécier les petites choses. Oui. Moi, j'ai fait le lien, on dirait, avec l'adversité, le fait d'avoir vécu comme de quoi que t'aurais pu laisser ta vie. Là. Oui. On dirait que toutes les journées de plus doivent être apportées de quoi, puis tu dois apprécier vraiment chaque petit moment. Là. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, il y a plus d'appréciation, une certaine reconnaissance aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'accorder une plus grande importance à des choses simples. Parce que, supposons, si je prends la tête comme un sac, si tu remplis ton sac, il va y avoir des bonnes choses, il va y avoir des mauvaises choses, mais tu veux t'assurer qu'il y ait toujours de la place pour que le sac soit pas difficile à fermer. Tu veux que ce soit bien placé, que ce soit organisé, pour que tu puisses respirer. En quelque sorte, s'il y a juste trop de choses, ça va être difficile à transporter. Donc, tu veux aller avec ce qui est essentiel. Ouais, j'aime le parallèle. Il y a un aspect assez important du cyclisme aussi qui est la gestion de la douleur, en fait, là. Oui. Notamment dans les expériences, pas les expériences, mais les épreuves qui nécessitent de l'endurance. Oui. Puis souvent, ce que je lisais, c'est que l'interprétation des athlètes, en fait des meilleurs athlètes, va souvent être positive de cette douleur-là, parce qu'ils vont être capables de se dire,
comme on disait tantôt, je vais soutirer de quoi de positif de cette douleur-là. Ça veut dire que je suis en route vers mes objectifs, je vais peut-être gagner. Donc, puis de ton côté, c'est quoi ta relation avec ta douleur? Puis est-ce que tu dirais que ton accident a modifié ta perception de la douleur? Je ne saurais pas dire exactement si mon accident a transformé ma perception de la douleur. Je te dirais que c'est vraiment, je pense, avec les années dans le sport que mon seuil de tolérance à la douleur a grandement augmenté. Puis, tu sais, là, tu posais la question, j'avais quelque chose de vraiment super qui est en train de se faire dans ma tête. Mais non, c'est ça. C'est que aussi, tu sais, à un moment donné, il faut se dire, ben, tu sais, oui, t'as mal. Puis, si t'as mal, ben, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu fais quelque chose de correct, tu repousses tes limites. Puis, tout le monde doit passer par là. Ouais. Donc, après ça, ça va se situer entre, ben justement, qui est capable de tenir le plus longtemps cette tolérance-là. Ouais, ça doit être une bonne façon de se motiver, de dire je veux toffer plus longtemps que la personne juste en avant ou ben, que toutes les autres en fait. Là. C'est ça, il faut que tu sois en mesure de bien interpréter cette douleur-là parce que sinon, tu vas inévitablement, ça va nuire à ta performance. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, je peux juste donner un exemple. Hier, en fin de semaine, je compétitionnais là, au défi sportif sur le circuit Gilles Villeneuve. Et hier, c'était notre course sur route. OK. Et puis, en fin de course, il y a une fatigue musculaire qui est accumulée à cause de la course. Et puis, moi, ma coéquipière, on se regarde, on se dit comme, OK, ben, sprint, tu sais. Et puis, tu sais, même avec la douleur, la fatigue, dans ma tête, c'est comme, non, c'est moi qu'il faut qu'il gagne la course, c'est moi qu'il faut qu'il gagne. Donc, on en vient à être capable de faire abstraction de tout ça, puis se dire comme, non, c'est moi qui vais être en avant, c'est moi qui vais être en avant, donc je pousse. Et puis, ben, c'est ça. Moi, j'ai gagné la course. Souvent, les fins de course, on se rend compte qu'on est capable de pousser, dans le fond, là, parce que, tu sais, on a maintenu un rythme tout le long de la course, mais à la fin, tu te rends compte, OK, je suis capable de vraiment le pousser encore plus quand, c'est sûr, il y a la fin qui arrive, fait que ça motive de se dire, je maintiendrai pas ça pendant 15 minutes non plus, mais non, c'est le tout pour le tout. C'est ça, on est capable quand on se pousse, on est capable de repousser quand même les limites du corps assez, là. Ouais. Ah oui. Ouais. Je vais en finir avec mes questions sur l'accident, mais j'avais une autre question. Oui. Je sais pas si tu connais un peu le trouble de stress post-traumatique. Tu sais, oui, un petit peu, j'ai entendu parler, oui. OK. Ben, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas, là, tu sais, c'est caractérisé par différents éléments comme des flashbacks, difficulté à dormir, souvent en relation avec un événement traumatique, là, sentiment de peur, sentiment d'impuissance. De ton côté, y a-tu des symptômes de stress post-traumatique après l'accident? As-tu de la difficulté à remonter sur le vélo? Non. Non? Non. Ah ouais? L'accident est survenu en juillet 2005, le 12, si je me souviens bien. Puis le 1er septembre 2005, je remontais sur le vélo, justement parce que je ne voulais pas développer la peur de remonter à vélo. Puis ça, mon raisonnement derrière ça, c'était surtout que j'avais lu en équitation, par exemple, quelqu'un qui tombe de cheval, si tu ne remontes pas rapidement, tu vas développer la peur. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas qui arrive. Donc, c'est pour ça là, que j'ai voulu remonter rapidement sur le vélo. Puis comment ça s'est passé les premières fois? Ça s'est très bien passé. La première sortie, j'ai été roulée avec mon père. On n'a pas roulé longtemps parce qu'il faisait froid. Mais de mémoire, j'avais pas peur. Je me sentais bien. Puis là, maintenant, aujourd'hui, là, avec le cas de la sclérose routière, qui, à mon avis, là, est vraiment plus en faveur des cyclistes, dans le sens que, en principe, on est mieux protégé. C'est sûr que, bon, il y a encore des automobilistes là, qui vont pas respecter les signalisations ou ils vont juste faire par exprès, par exemple. Il y a toujours un risque, là, pareil. Là. Oui, ça fait partie du vélo, en fait. Là. Ça fait partie, malheureusement, du vélo. Mais
Non, je me suis jamais vraiment sentie en danger. OK. Puis, au niveau mental, selon toi, y a-t-il un aspect qui ressort dans le vélo, un aspect vraiment important qui se démarque et qui est le plus important? Je dirais que c'est pas nécessairement propre au vélo, mais vraiment, vraiment global, c'est la capacité à focusser sur le moment présent et ce sur quoi est-ce que tu es capable de contrôler. Donc vraiment ton propre effort. C'est quelque chose qui se développe. En tout cas, du moins chez moi, c'est pas quelque chose qui était inné, c'est quelque chose qui a été acquis avec le temps. Je pense que c'est assez répandu, là, parce que tu sais, tous les sports comme ça, que tu as tes adversaires autour de toi, puis que c'est tellement facile de se comparer à regarder ce qu'eux font. Oui. Comme la course aussi, là, fait que oui. Je pense que c'est un aspect vraiment important que tu parles là. Oh oui, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je veux dire, je cacherai pas que, tu sais, oui, j'ai envie d'être meilleur, tu sais, je veux être meilleur qu'elle, c'est sûr et certain. Mais le jour de la course, les statistiques qu'il y a sur papier qui vont jouer en ma faveur ou non, ça n'a pas d'importance parce que, comme mon ex-entraîneur disait, la guerre, là, c'est pas sur papier que ça se gagne, c'est vraiment sur le terrain. Donc, la capacité vraiment à pouvoir focusser sur ce que tu peux contrôler, c'est ce qui va faire la différence. Puis c'est là justement que toutes les stratégies de préparation mentale vont entrer en ligne de compte parce que, bon, quand tu es dans l'effort et que ça commence à être difficile, ce qui est d'ailleurs la raison principale pour laquelle le contre-la-montre sur route, c'est l'épreuve que je préfère le plus parce que tu es toute seule. Donc, tu n'as pas d'autres cyclistes pour te protéger du vent s'ils ventent. C'est là vraiment que tu vas aller puiser là, au fond de tes réserves pour arriver à la ligne, puis dire comme « Hey, wow, je suis contente de ma performance ». Tu ne connaîtras pas le résultat encore, mais tu peux te dire comme « OK, ben j'ai été en mesure de bien gérer mon effort. J'ai eu un coup de pédale qui était efficace. J'étais concentrée sur mon coup de pédale, justement, ma respiration. Oui, un peu ce qui se déroulait autour parce que bon, il y a des virages, puis des fois, il peut y avoir des poussières sur la route, donc tu veux pas chuter non plus. Donc, tous ces aspects-là mis ensemble, c'est quelque chose là, qui, c'est pas juste important, primordial, c'est essentiel. Puis t'arrives-tu avec un plan, justement? Faut que... S'il arrive ça, faut que je fasse ça, comme par exemple vraiment un plan au niveau autant physique que mental, au niveau de ton rythme, il faut que je maintienne à peu près ce rythme-là, mais aussi si je perds le focus, il faudrait que je fasse ça. T'arrives-tu quand même avec un petit plan avant ta course? Sans nécessairement avoir de plan en tant que tel, de plan écrit, c'est quelque chose qui est discuté. Donc, si je perds le focus en course, je sais pertinemment que il faut aller rechercher le focus parce que c'est le temps de courser. Là, je veux dire, c'est pas le temps de penser à d'autres choses. Mais je dirais que avec le temps, ça aussi, c'est une capacité là, que je suis parvenue à développer avec l'aide justement là, de Valérie en préparation mentale aussi, et mon entraîneur Sébastien, puis vraiment toute l'équipe qui m'entoure, parce que même si, bon, c'est moi qui est sur le vélo, je suis pas sur un tandem, il y a juste moi sur le vélo, je veux dire, il y a toute une équipe qui est là, qui est autour, puis qui apporte tellement une différence énorme que c'est le travail d'équipe finalement là, qui va faire la différence aussi. Mais la capacité à garder le focus, c'est quelque chose de primordial, puis c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Oui, mais c'est ça, sans avoir un plan écrit non plus, là, c'est quand même de quoi que vous discutez, parce que j'imagine que tu sais, plus tu arrives prêt, plus ça doit t'aider, puis de ne pas t'être posé la question si je perds mon focus avant ou durant la course ou s'il m'arrive telle chose, quand ça arrive,
ça doit être plus difficile de se ramener si t'es pas prêt. Là. Fait que c'est important quand même d'en parler puis de penser aux différentes difficultés qui peuvent arriver. Là. Oui, puis c'est là que le processus de préparation est important parce que... ça doit être tout bien quand même préparé plusieurs semaines en avance là, avant une compétition. Là. Oui, ben, je te dirais même, c'est ça, dans la semaine avant une compétition. Comme par exemple, ça, je disais que bon, j'ai coursé en fin de semaine, mais en prévision de la première course de samedi, j'ai discuté avec Martin Fréchette, mon nutritionniste, et puis on a établi un horaire de nutrition. Donc, à telle heure, je mange telle chose parce que la course, elle est à telle heure. Mm-hmm. Et puis, avec Valérie, en préparation mentale, on a incorporé des exercices que je fais au quotidien dans le processus d'avant-course. Donc, je parlais tantôt là, de cohérence cardiaque pour m'aider vraiment là, à avoir le focus à la bonne place, pour vraiment gérer le stress d'avant-course. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est incorporé aussi. Donc, quand je regarde l'heure de ma course, je suis en mesure de déterminer, OK, bien à telle heure, je fais telle chose, à telle heure, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je sais d'avance à telle heure ce que je vais faire, ce que je vais manger, ce que je vais boire. Donc, en étant préparé, c'est certain que le niveau de stress baisse d'une coche et que c'est plus facile de rester concentré, focusé sur ce qu'il faut faire. Ouais. Plus tu te rapproches de la course, plus ton horaire est vraiment chaque minute, chaque processus. Ben écoute, j'ai fait pas mal le tour de mes questions, mais il y avait aussi un événement que tu voulais parler, qui est le 1er juin prochain. Oui. Donc, qui est le défi casse-tête. Oui. Donc, tu vas participer pour amasser des fonds pour la recherche sur les traumatismes crâniens. Oui, donc, exact. Veux-tu nous parler un peu de l'événement puis pourquoi c'était important aussi pour toi de participer? Oui. Le défi casse-tête, c'est vraiment pour amasser des fonds justement là, sur la recherche pour les traumatismes crâniens. Donc, l'épreuve en tant que telle, c'est un 100 km contre la montre en équipe, donc en équipe de 5. Et puis, c'est au profit de la Fondation Neurotrauma Marie-Robert, qui est une avocate qui a eu un traumatisme crânien léger, elle aussi, il y a 25 ans approximativement, de mémoire. Et puis, la raison pour laquelle pour moi c'est important d'y participer, ben, c'est que ça concerne directement les traumatismes crâniens et que si supposons les médecins qui m'ont traité, s'ils n'avaient pas des notions sur le traumatisme crânien, probablement que ma condition aurait été différente. Donc, je considère que c'est primordial de continuer justement d'appuyer la recherche dans ce domaine-là, parce que ça va toucher aussi tout ce qui est commotion surtout dans les sports, le football, le hockey, donc toutes ces facettes-là sont englobées, sont incorporées justement dans la recherche. Et puis, c'est pour ça là, que je considère là, que c'est important là, que je sois là, que je prenne part et que, dans un sens, si je peux amener les gens à être conscients justement de ce qui est fait, de l'importance que ça a. La recherche, puis tout ça. Oui, pour la recherche, c'est mon objectif. Puis ça fonctionne comment, contre la montre en équipe? C'est un après l'autre ou... Bien, en équipe, c'est que c'est des équipes de 5. Donc, le départ est donné. Et puis, on est 5, on roule, puis il y a des relais qui se font. OK. Jusqu'à ce que la distance soit franchie. Mm-hmm. Puis, est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes en ce moment? Ou Les inscriptions pour les équipes sont encore ouvertes. Okay. Moi, j'ai une équipe de la Fondation Tête Première. J'ai pas en mémoire, par exemple, le site internet exact, le lien, je veux dire, mais j'encourage les gens là, à donner généreusement là, pour la recherche sur les traumatismes crâniens. Parfait. Ben, j'ajouterai le lien, tu me l'enverras, j'ajouterai le lien dans la vidéo sur YouTube. Oui, absolument. Parfait. Donc, puis en terminant, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent suivre ce que tu fais?
Si les gens veulent suivre ce que je fais, ils peuvent me suivre sur Facebook. J'ai une page athlète, donc www.facebook.com/Marie C. Molnar. Je suis aussi sur Instagram, sur Twitter, YouTube. Sur YouTube, justement, là, je partage des vidéos d'endroits où je vais rouler. Ah, okay. Des extraits d'entrevues aussi, des extraits de courses. Donc oui, j'invite les gens à me suivre. J'ai aussi un site internet. Je pourrais te fournir les liens. Parfait. Puis ça, j'invite les gens à me suivre. T'sais, pas nécessairement parce que c'est moi, mais parce que je fais partie du mouvement paralympique et les athlètes paralympiques, on se donne à l'entraînement, on a des belles performances et puis les gens auraient beaucoup à gagner justement là, en voyant ce qu'on fait. Puis vous avez malheureusement pas toujours la même visibilité que les Olympiens, là. Malheureusement non, mais je veux dire, le positif, c'est que c'est quelque chose qui est en changement. Surtout depuis les Jeux paralympiques de Londres en 2012, pas nécessairement la sensibilité, mais l'attention sur le mouvement paralympique dans sa globalité, là, c'est quelque chose qui a changé. Puis ce qui continue d'aider, c'est d'en parler, de montrer ce qu'on fait, parce que paralympique, ben c'est en parallèle de olympique. Donc on fait exactement la même chose. On a des performances qui sont semblables aussi. Et puis et souvent des parcours vraiment inspirants, puis que les gens pourraient s'inspirer de ça. Je pense que tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire qui va être différente aussi. Donc oui, j'invite les gens à suivre le mouvement, à embarquer dans le mouvement paralympique. Parfait. Ben, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi.